Il se peut que cela traduise la propre ambition de Colette à l'égard de l'homme avec un grand H. En effet, Colette a de tout temps témoigné de son mépris pour la race humaine, imparfaite à ses yeux. La jonction du féminin au masculin serait-elle le fil conducteur dans la quête d'un certain équilibre humain? Cela fait penser inévitablement au mythe de l'androgyne, très présent dans les littératures et les arts depuis la fin du XIXe siècle, notamment chez les peintres pré-raphaélites, dont la vision de la femme androgyne a déterminé l'essor du thème de la femme fatale, ou encore dans l'œuvre de Joséphin Péladan, dont le mythe de l'androgyne occupe une place capitale. L'androgyne est souvent représenté comme, je cite, un être double, possédant à la fois l'attribut des deux sexes, encore unis sur le point de se séparer. Platon a rappelé le mythe de l'androgyne dans le Banquet, je le cite, « En ce temps-là, l'androgyne était un genre distinct, et qui pour la forme comme pour le nom, tenait des deux autres à la fois du mâle comme de la femelle. » Fin de citation. D'ailleurs, dans certaines traditions primitives, l'homme et la femme possédaient un seul corps, pourvu de deux visages. Dieu les sépara en donnant à chacun d'eux un dos. C'est à partir de ce moment qu'il commence une existence différenciée. Chez Colette, Claudine n'est pas le seul personnage féminin androgyne. Vinca, elle aussi, est assimilée dans certaines de ses allures à l'homme. Je cite, « Elle courait toute mouillée, grande et garçonnière, mais fine, avec de longs muscles discrets. » D'ailleurs, dans tout le roman du Blé en herbe, Vinca est dessinée comme un être pur, joignant innocence, douceur et beauté féminine d'un côté, et force et capacité à résister au mal qui lui a été infligé par fil de l'autre. Colette semble n'avoir assigné à ce personnage aucun défaut. Elle est parfaite, probablement parce qu'elle regroupe aussi bien physiquement que moralement les attributs féminins et masculins, faisant d'elle, aux yeux de Colette, un être complet. Les hommes colettiens sont encore plus féminisés que les femmes ne sont masculinisées. À leur tête, citons Marcel, qui avait, selon Claudine, des cheveux blancs, un peu longs, un teint comme celui de Luce, des yeux bleus, de petite anglaise et pas plus de moustache que moi, c'est-à-dire Claudine. Et qui était dotée de tant de charme si peu masculin. D'ailleurs, Marcel ne semble pas en avoir honte et ne cherche aucunement à cacher sa féminité physiologique. Au contraire, il la cultive. Je cite, « Il est habillé comme une jolie gravure de mode. Et cette démarche balancée et glissante, cette façon de se retourner en pliant sur une hanche. Non, il est trop beau. » Cet amalgame des deux sexes est admiré par Claudine, elle-même regroupant les traits des deux sexes. Tout comme Colette, elle appréhende l'homme, source d'ambiguïté et de mystère. Et c'est justement pour cette raison qu'elle ne craint aucunement Marcel. Je cite, « S'il me plaît tant, et si j'en fais si peu mystère, c'est justement parce qu'il me semble aussi mal que lui elle-même. » Aux yeux de Claudine, l'homme efféminé est encore plus beau et plus intéressant que la femme, cette jolie fillette de Marcel, parce qu'il est autrement câlin et fille que les autres filles. Dans la retraite sentimentale, Claudine continue à faire l'éloge de cet homme-femme. Je la cite, « Mais je le connais, lui, c'est un merle qui ne se laissera pas prendre. Que dis-je? Une merlette blanche. » La locution merle blanc est en elle-même améliorative. En la féminisant, elle l'est davantage puisque contrairement aux femmes généralement soumises, chez Colette, ce garçon efféminé a l'avantage de ne pas se laisser prendre. Autrement dit, il regroupe les avantages, notamment physiologiques, de la femme et les atouts, surtout caractériels, de l'homme. Tout comme Vinca, il semble parfait. Renaud est également comparé à la femme. En revanche, il est loin d'être aussi parfait que Marcel dans sa féminité. Il tient de la beauté féminine tout en gardant la rudesse de l'homme. Claudine en souffre d'ailleurs, je la cite. « Il a su pourtant asservir mon corps mince et doré. Pourquoi faut-il qu'il mente, ses yeux dominateurs et son nez têtu, son joli menton qu'il rase et montre comme une femme ?» La comparaison à la beauté féminine ne fait que creuser l'écart entre son apparence trompeuse et sa vraie personne perfide. Par ailleurs, Claudine compare Renaud à elle-même. Je la cite. « Il m'aime, cela est hors de doute, et plus que tout, Dieu merci. Je l'aime, c'est aussi certain, mais qu'il est plus femme que moi. Comme je me sens plus simple, plus brutale, plus sombre, plus passionnée. » Si l'amour qui relie Claudine et Renaud est une certitude aussi bien pour l'un que pour l'autre, Renaud est plus femme que Claudine. Remarquons par ailleurs que là où Renaud est comparé à la femme, il est valorisé, voire glorifié. En effet, en s'attribuant des connotations négatives tout en prétendant que Renaud est plus femme qu'elle, non seulement elle fait l'éloge de ce dernier,
mais aussi elle fait celui de la femme. Le défaut chez Claudine est donc de ne pas être assez femme, de ne pas l'être autant que Renaud. L'appartenance de Claudine au sexe féminin est encore une fois remise en question. D'ailleurs, dans Claudine en ménage, cette comparaison à double tranchant persiste. Claudine y dit à propos de son mari, soucieux du détail et d'esprit plus femme que moi. Claudine s'accuse implicitement de superficialité, de manque de profondeur et attribue aux autres femmes, tout autant qu'à Renaud, de la consistance et de la perspicacité. Mais qui est la femme que Claudine évoque souvent, à laquelle elle compare tour à tour Renaud et son propre être, et qui semble être efficace et idéale? Ce serait la femme à laquelle aspire Colette, pénétrante, profonde, forte et sensible à la fois. La femme se mue ainsi en un concept. Ce n'est plus cet être commun qu'on qualifie souvent de fragile, de simple et de brutal. Il y aurait donc de l'ironie au travers de toutes ces comparaisons. Le jeu qui parle dépasserait celui de Claudine. Il serait celui de l'humanité, homme et femme, qui accuse la femme, l'injure et la banalise en faisant d'elle une image statique mettant toutes les femmes sur un pied d'égalité, en excluant toute possibilité d'originalité. Donc je passe maintenant à la deuxième partie intitulée « L'intertexte ». La confusion du masculin et du féminin chez Colette n'est pas fortuite. Son œuvre est en effet majoritairement connue par son appartenance autobiographique. Dans la vraie vie, Colette a côtoyé des hommes-femmes et des femmes-hommes. Elle en a même fait partie, ayant elle-même vécu des expériences successivement et même simultanément avec des hommes et des femmes. Ces personnages masculins-féminins sont largement inspirés de sa vie, même s'ils ne correspondent pas toujours à leur reflet tout à fait fidèles dans le miroir, parce que souvent manipulés par leur créatrice, d'où la jonction entre l'intertexte et l'intersexe. Par ailleurs, Renaud n'est autre que le sosie de Willy, qui ressemblait extrêmement aux femmes. Je cite Jean Chalon, « Willy n'a rien d'un ogre, ni d'un homme des cavernes. C'est un homme féminin, non pas efféminé, absolument pas, mais féminin avec tout ce que cela comporte d'agréable rondeur et de peau tellement douce que Colette, qui, comme sa mère, a la manie des surnoms, ne tardera pas à appeler son mari Doucette. » Selon Jean Chalon, la ressemblance de Willy à la femme ne concerne que le physique. C'est ce qu'il entend par l'adjectif féminin qui l'oppose à efféminé. Renaud, pour sa part, ressemble à la femme aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique. C'est ce qui explique peut-être l'entente entre lui et Claudine, que seule la mort sépare malgré les trahisons, contrairement à Willy et Colette qui finissent par divorcer. Ce serait justement pour cette raison que le couple réel n'est pas parvenu à s'entendre. Autrement dit, la ressemblance incomplète de Willy à la femme aurait probablement engendré le différend entre lui et Colette, ce qui met en doute l'appartenance en